j'ai regroupé ces résultats de recherche-là dans un modèle que j'ai intitulé le modèle classe. C'est un sigle qui comprend la première lettre de chacune des 6 dimensions du modèle. Alors, nos sphères d'influence à nous autres, les profs, là, quand il s'agit de la motivation des élèves, c'est d'abord des conceptions, nos propres conceptions de la réussite, etc., qu'on transmet à nos élèves. C'est ensuite la latitude. Ça veut dire la corde qu'on laisse aux élèves, le soin qu'on a de placer l'élève, de situer l'élève dans ses apprentissages, de le responsabiliser par rapport à ce qu'il fait. Il faut lui donner de la corde. Mais il faut aussi, on va voir tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. L'ambiance, c'est ça. C'est notre gestion de classe. Ça. Début d'année, vous allez commencer les classes lundi. Les premières semaines en classe, l'apprentissage des contenus disciplinaires, c'est peu important. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est de placer les élèves pour que ça aille bien après. Pourquoi? Encore le principe de Maslow. Quand les élèves, vos élèves, ils ne vous connaissent pas, sont nouveaux avec vous. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un capitaine qui est capable, pas juste quand il fait beau, de conduire le navire. Même s'il y a des problèmes, il va être capable de conduire le navire. Fait que ça, quand les élèves sentent qu'ils sont en sécurité, là, ils peuvent passer à accomplir d'autres besoins, c'est-à-dire apprendre. Installer une bonne gestion de classe, ça peut prendre entre 2 et 6 semaines. Avec des classes d'élèves très perturbées, ça peut prendre 6-7 semaines. Mais c'est inéluctable. On ne peut pas dire, regarde, tant que tu n'as pas fait ça, tu perds ton temps. Les situations d'apprentissage qu'on propose aux élèves, ça aussi, ça va avoir une importance sur la motivation. Le soutien qu'on offre, l'aide, le renforcement qu'on donne aux élèves et la façon d'évaluer les apprentissages, tout ça, c'est important. On va commencer tout de suite par la dimension, les conceptions qu'on transmet aux élèves. Alors, quelques résultats de recherche là-dessus, au primaire particulièrement. Quand on transmet une conception de la réussite, une conception normative de la réussite. C'est quoi ça, une conception normative? Ça veut dire quand vous transmettez à vos élèves que plus haute est la note, plus grande est la réussite, vous jouez négativement sur la motivation de vos élèves. On s'en va par là, l'apprentissage. Tu es en début d'année. Tu as des élèves ne sont pas tous pareils. Vous le savez, les classes sont hétérogènes. Tu commences, tu en as un qui est là. Il est plus avancé que les autres. Tu en as un qui est là. Celui qui est plus avancé, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est avancé, mais il va faire une petite bagarre. Il avance un petit peu plus encore. Lui, il monte plus en retard. Là. Lui, il a travaillé fort. Il a fait un plus grand progrès, mais il est encore bien en retard, bien en arrière de l'autre. Dans notre système scolaire, souvent, qui a le plus de renforcement? Qui a le plus d'attention? Ou qui a le plus de la meilleure note à tout le moins? C'est celui qui est en avant. Quand on affiche uniquement les travaux de ceux qui ont les meilleures notes, quand on met l'accent uniquement sur la note, quand on ne met pas l'accent sur l'effort, le dépassement de soi, on obtient des problèmes au plan de la motivation des élèves. Chaque élève a besoin de renforcement, c'est ce que ça veut dire. Quand nous, dans nos conceptions, notre propre conception de la réussite, c'est moi, je considère que la réussite, ça s'évalue par la note, uniquement par la note, c'est la seule façon de quantifier la réussite, j'ai des problèmes. C'est sûr, la note, c'est important, là. Je ne suis pas en train de dire que la note, c'est pas important, mais ce n'est pas la seule chose. Vous avez, l'année passée, on vous a parlé de différenciation, je suis en train de dire la même affaire. Je suis en train de dire que pour chaque élève, la réussite peut s'évaluer selon des critères parfois différents. Deuxièmement, quand on fait la promotion de l'effort et des stratégies d'apprentissage, quand vous allez au-devant, une chose à ne pas faire, c'est d'aller au-devant des élèves et pour les motiver, de leur dire, vous allez voir, c'est facile. Wow! Le prof dit que c'est facile. Ceux qui poursuivent des buts d'apprentissage, qui aiment les défis, tu dis, regarde, il n'y a pas de défi, finalement. Puis celui qui est sur des buts d'évitement, tu dis, il regarde la tâche, il dit, il dit que c'est facile, je ne comprends rien. Pas pour lever la main et dire, madame, malgré la simplicité évidente de la chose, je ne comprends rien. On ne s'aide pas quand on fait ça. Apprendre, ce n'est pas facile. D'apprendre, nécessairement, ça fait appel à des efforts. Ça ne vient pas tout seul. C'est ce discours-là qu'il faut véhiculer auprès des élèves. L'effort, quand tu es obligé de faire, vous savez,
Certains élèves, les garçons particulièrement, pensent que l'effort, c'est l'apanage des cancres. Bien, je ne pense pas ça de même avec ces mots-là. Là. Autrement dit, si tu es obligé de te forcer pour réussir à l'école, c'est pour compenser un manque d'intelligence. Il y a plusieurs garçons, les résultats de travaux que j'ai menés, on trouve ça, pensent ça. Les garçons qui ont en difficulté pensent ça. Mais non, c'est normal de faire des efforts. Les garçons, vous savez, le rapport à l'effort chez les garçons est assez problématique. À la fin du primaire, 2 petites filles se téléphonent le soir, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire mes devoirs. 2 gars se téléphonent, qu'est-ce que tu fais? Ah, pas grand-chose, niaise. Ben, regarde, il n'est pas en train de dire, il ne dira pas, je suis en train de faire. Tu fais des devoirs. Tu aimes bien avoir l'air de quelqu'un qui réussit sans faire d'efforts. Pourquoi? Ça veut dire quoi quand tu réussis sans faire d'efforts? Ça veut dire que tu es intelligent. N'oubliez pas ce que vous savez du développement de l'enfant. À un âge, à un moment donné, ils ont des perceptions de soi, puis l'identité personnelle se construit. Puis chez le garçon, ça part cette identification-là par « je vais essayer de me convaincre moi-même. Suis-je intelligent? » Je vais convaincre les autres, puis par reflet, ça va m'aider à me convaincre moi-même parce que je ne suis pas sûr. Ça marche comme ça. On vit dans une culture qui minimise le rôle de l'effort. Puis qui axe sur le rôle de l'habileté et des compétences simulées. Nous, comme intervenants, comme spécialistes, il faut contrer ça. Il faut remettre. Puis je ne pas juste dire aux élèves, faites des efforts. Tu tapes sur l'épaule, c'est de dire, c'est quoi réussir? Qu'est-ce que ça prend pour réussir? C'est-tu normal de donner des commentaires sur ce qu'on fait, ce que les élèves font? D'avoir une culture de classe où on met l'accent sur le travail. Puis c'est correct de travailler. On n'est pas épais parce qu'on est obligé de travailler pour réussir. C'est normal. C'est ce discours-là qu'il faut entretenir. Parce que ce discours-là est assez absent de ce que les jeunes entendent aujourd'hui. C'était pas le même il y a 40 ans. Puis c'est pas le même au Japon qu'en Corée. Mais c'est le même ici. Ensuite, un prof qui accorde, on veut que les élèves accordent la valeur à ce qu'ils font. Mais il faut que toi-même, tu aies l'air de trouver ça intéressant. Comment tu veux les convaincre? Vous allez me dire, ben oui, c'est évident. Mais quand vous utilisez le matériel d'apprentissage pour punir, ben là, c'est un contre-usage du matériel d'apprentissage. Tu veux qu'il aime gérer son temps, excusez. Tu veux qu'il aime qu'il apprenne à gérer son temps, tu lui donnes un agenda, mais tu lui marques des messages de bêtises. Là-dedans, ben, attention. Tu lui fais copier dans son livre de lecture. Tu veux qu'il apprenne qu'il aime lire. De la même façon, retirer des situations d'apprentissage pour récompenser, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire, tu as bien travaillé, puis je t'enlève ça. Non, on travaille, puis ensuite on a une récompense collective. Ce qui est une mauvaise idée aussi, c'est de dire, regarde, vendredi, on s'en va aux pommes. Sauf toi, parce que tu n'as pas fait ça cette semaine, tu restes ici, pas de pommes. Ben non, tu l'emmènes, lui. Tu t'assois avec, puis il n'a pas fait son travail. Tu vas le faire, ça, c'est sûr. Mais pas sur une sortie sociale. Tu ne veux pas antagoniser la relation maître-élève. Tu t'assois à côté de lui dans l'autobus à part de ça. Tu peux tirer une pomme si tu veux. Tu ne sors pas de son groupe. Ça s'appelle punition, c'est l'exclusion. On ne punit pas les enfants. Ils ont des conséquences logiques. On transmet des évaluations de compétences positives à tous les élèves. Si vous ne le trouvez pas compétent, comment vous voulez... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Si vos messages amènent l'enfant à penser que vous ne le trouvez pas compétent, une nuance, là, bien, c'est sûr qu'on renforce son sentiment d'incompétence. Comment? Bon, plusieurs études ont montré qu'on a tendance à moins questionner les élèves qu'on trouve en difficulté. On les questionne moins souvent. On leur donne moins d'indices quand on les questionne. Puis on leur laisse moins de temps pour répondre. Genre, Mélanie, tu poses une question à Mélanie, Mélanie répond, voyons Mélanie, on a vu ça l'autre fois, tu l'aides à répondre. Là, Mario, tu lui poses une question, Mélanie aide-le donc. Questionnez comme vous voulez, là, mais que ça ne paraisse pas dans votre façon de questionner, que vous transmettez pas de jugement de compétence dans votre façon de questionner. Puis ça, c'est assez insidieux. On pense que ça n'a pas d'importance, ça a beaucoup d'importance. Notre façon de questionner, notre façon d'agir. Le niveau d'attention aussi. Le niveau d'attente.
Ça, c'est plus difficile. Quand tu acceptes qu'un enfant soit médiocre, quand tu acceptes qu'un enfant ne donne pas ce qu'il est capable de donner, il y a des risques très élevés que tu sois en train de convaincre cet enfant-là qu'il n'est pas capable de faire mieux. Tu clair là-dedans? Autrement dit, moi, à un moment donné, mon prof de maths me dit, Roch, là, ça, là, j'accepte pas ça. Tu es capable de faire mieux que ça. Puis tu vas me reprendre ça, puis tu vas le faire comme tu es capable de le faire. Ah, sur le coup, j'ai babouné. Sauf que 40 ans plus tard, je me rappelle encore de ce prof-là. Puis lui, en quelque part, m'a dit, tu es capable de faire mieux que ça. L'image négative que tu as de toi-même est fausse. Il ne la corrobore pas. Il va à l'encontre de cette image-là. Puis ça, vous avez un pouvoir d'influence important. Parce que je vais vous dire une chose. L'estime que tu as de toi-même à l'école, au primaire, c'est sûr que c'est bien influencé par les parents. Mais c'est aussi bien influencé par les enseignants. Puis au secondaire, les enseignants ont plus d'importance que les parents, même. Puis même à la fin du primaire. Pourquoi? Parce que moi, je me trouve... Ma mère, elle va me dire, Roch, tu sais, mettons, ma mère, elle me dit, t'es bon en maths, t'es bon en maths. Puis mon prof de maths, il me dit, regarde, pense pas, je suis mineur. Ben, tu sais, ma mère, je sais qu'elle a un billet affectif à mon endroit, là. Fait que j'en viens à dire, je vais croire mon... Même si ma mère est prof de maths, à part de ça. C'est ton prof. Vous avez, on a un impact affectif important. Alors, transmettre des perceptions de compétences à vos élèves, ça se fait insidieusement souvent. Dans votre façon de travailler, dans la façon dont vous avez à donner des résultats, d'afficher les travaux, de questionner, d'utiliser les élèves en classe pour aider les autres et de différentes façons. Il faut faire attention à ça. Ça peut avoir des effets pervers. Première dimension, donc, nos propres conceptions. Puis j'ajouterais à ça la conception qu'on a, qu'est-ce que c'est réussir? Puis qu'est-ce que c'est réussir? Réussir en milieu favorisé et en milieu défavorisé, on pourrait se poser la question qu'on pourrait être longtemps là-dessus. C'est-tu la même affaire? Ça devrait-tu être évalué puis calibré de la même façon? La latitude. On sait que donner le droit au chapitre aux élèves, ça a un impact très important. Ça peut avoir un impact très important sur leur engagement et leur persévérance dans les tâches, donc dans leur motivation. Par exemple, offrez des options. Je fais une expérience avec vous autres. Vous êtes ma classe, je sépare en deux. Vous autres, là, je vous donne un devoir, faites les numéros 1 à 10, mettons. J'explique ça simplement. Et vous autres, je vous dis, parmi les numéros 1 à 20, vous en faites 10. Je vais avoir plus de travail mieux fait dans ce groupe-là. Pourquoi? Parce que ce groupe-là a de la latitude. Ce groupe-là est capable, si l'élève se sent un peu compétent, mais il va prendre les problèmes qu'il trouve les plus faciles. Si l'élève manque d'intérêt, il peut prendre les problèmes qu'il trouve les plus intéressants. De la même façon, si je disais, vous lisez le texte tel dans votre cahier, dans votre livre de lecture, dans votre livre de texte, vous lisez tel texte à telle page, puis vous autres, je vous dis, parmi les 3 textes commençant à la page un tel, vous en choisissez un et vous le lisez, j'ai plus d'engagement et de persévérance. Cette façon-là d'offrir des options sur les contenus a des effets dramatiques et rapides sur le niveau d'engagement des élèves. Ça complique un peu la préparation de tâches là, et de cours, j'en conviens, mais ça a des effets positifs. À vous de juger. Ensuite, on peut donner des options sur les procédures. Alors, vous lisez un texte, puis vous faites un résumé écrit. Mais vous autres, vous lisez parmi les 3 textes, vous en choisissez un, puis vous avez le choix de faire un résumé écrit ou de faire une présentation orale ou de... Je donne des choix. Pourquoi la pédagogie par projet? On parle de ça, la pédagogie par... C'est pas la pédagogie par projet qui fait que. La pédagogie par projet, parce qu'elle aide une certaine forme une certaine forme de latitude. Ben, c'est une forme élaborée d'option, la pédagogie par projet. Ensuite, absolument important, on sait qu'il y a une différence fondamentale entre les élèves qui réussissent bien à l'école et ceux qui réussissent moins bien.
Ceux qui réussissent bien se fixent des objectifs personnels spécifiques. Genre, d'ici les 2 prochaines semaines, d'ici les 3 prochaines semaines, d'ici, au cours de la prochaine étape de bulletin, je vais faire ça, ça, ça. Je vais améliorer de temps mes résultats, hein? Je vais développer de façon plus ou moins consciente, mais ils le font. Tandis que les élèves qui réussissent moins bien à l'école, ce qu'ils font, c'est se fixer des objectifs généraux, du genre, je vais faire mon possible. Ça ne soutient pas beaucoup l'engagement et le travail cognitif, ça. Quand on a trouvé ça, on s'est demandé, OK, mais ceux qui réussissent moins bien, si on les aide à se fixer des objectifs plus précis, on va-tu améliorer leur rendement à l'école? On s'est posé ça comme question de recherche. On l'a essayé. La réponse, c'est oui. Ceux qui se posent des objectifs, je pilote un programme qui a été développé en Angleterre, qu'on expérimente ici au Québec en secteur anglais. Chaque élève est rencontré au début de la période de bulletin, individuellement, puis avec son prof, on fixe des objectifs de performance ou des objectifs de développement de compétences. Il est suivi là-dessus. On regarde avec lui les moyens. Puis on réévalue ça suite à la fin de la période de bulletin. On fait ça avec tous les élèves. Les plus forts progressent, qu'on obtient comme résultat. Les plus forts progressent, les plus faibles. Tout le monde progresse. Et quand tu as ça dans une école, dans une classe, tu as en même temps, en cadeau surprise, une diminution des problèmes de comportement. Puis une augmentation, c'est sûr que c'est plus d'ouvrage. Puis c'est sûr, là, je parle au primaire, mais au secondaire aussi, il va falloir ajuster les tâches des enseignants pour permettre ça. Parce que c'est ça, c'est un domaine important. La meilleure façon d'agir sur la motivation générale de l'élève, c'est le counseling, c'est le suivi. Tu t'assois avec lui, on se fixe des objectifs précis, spécifiques. Tu lui montres à se fixer des objectifs. Tu vas l'aider pour le restant de ses jours en faisant ça. Puis tu évalues avec lui l'atteinte de ces objectifs-là. On obtient des résultats absolument extraordinaires. C'est des techniques qu'on utilisait aussi en adaptation scolaire, parce qu'avec moins d'élèves, on était capable de faire ça. Mais tous les élèves ont besoin de ça. Avec certains élèves, c'est moins long, parce qu'ils font déjà. Fait que c'est juste de finaliser des affaires. Mais ça encore là, pour les gestionnaires scolaires, pour les politiciens, même discours, il faut donner aux enseignants la capacité dans la tâche de faire ces choses-là. Parce qu'on sait que ça marche. Permettre aux élèves de planifier leur horaire de travail, puis de progresser à un rythme optimal. C'est-à-dire, dans l'horaire des échéances, donner une certaine latitude aux élèves. Permettre aux élèves de poser certains choix par rapport à la remise d'un travail, la remise d'un devoir, etc. Encore là, on entre dans un domaine, tout ce que je vous dis, là, ça pourrait... Je suis en train de décrire ce que c'est la différenciation. Encourager les élèves à consigner leur progrès. Les élèves devraient être équipés de grilles ou de schémas ou de figures sur lesquelles ils consignent puis ils voient eux-mêmes. C'est glissé dans le portfolio. Là. Je vais vous dire, c'est TICO 101, ça aussi. L'enfant a besoin de voir qu'il progresse. Il a besoin de voir qu'il fait des progrès, puis il a besoin de voir que certaines choses vont bien. Je vous disais tout à l'heure que les élèves qui poursuivent des buts d'évitement ne sont pas enclins à ce qu'on leur montre des stratégies. Ils ne sont pas tellement intéressés à ça. On va leur en montrer pareil, mais il faut que l'élève voie qu'en utilisant la stratégie, par exemple, regarde, c'est vrai que ça va mieux. Il a besoin de le voir. L'enfant a besoin d'avoir des tangibles. Les psychologies, on appelle ça comme ça. Des tangibles dans un calepin, dans un carnet, dans un portfolio. Appelons ça comme on veut. Vous savez, pour revenir le portfolio, c'est à la mode. C'est pas une panacée, là. On peut très bien faire ça sans portfolio. On s'en fout du portfolio. Ce qui est important, c'est que l'enfant, tout ne soit pas noir à l'école. Qu'il y ait des éléments positifs. Que l'enfant, dans une période de bulletin, dise, garde, moi, il y a ça, j'ai dit ça va, mais il y a ça qui va bien. Chaque enfant, tous les enfants ont besoin de ce type de renforcement-là. Si le portfolio permet de le faire, mais tant mieux, on peut utiliser ça. Mais j'ai vu des écoles où on fait des concours de portfolio. Bon, mais là, ça va bien, là. Le plus beau portfolio. Ben oui, mais là, regarde, c'est pas ça l'idée, là. Le portfolio, on s'en fout, c'est l'esprit en arrière du portfolio. Dimension, latitude, donc,
donner à l'élève cordes assez longues pour pouvoir là, faire des choses, faire des choix, puis se responsabiliser. L'art là-dedans, c'est de donner la longueur que l'élève est capable de prendre, sans qu'il s'en mette tout autour du pieu qui est dans le milieu. L'ambiance, la gestion de classe. L'environnement social dans la classe, c'est un déterminant majeur de la motivation scolaire. Je veux dire, dans une classe où ça va mal, où tout le monde s'haït, où tout le monde haït le prof, ça n'apprend pas. OK? C'est pas une révélation. Qu'est-ce qui fait, par exemple? Ça implique, ça suppose quoi? D'installer des conditions propices à l'apprentissage dans la classe. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. Ça suppose qu'on travaille fort là-dessus en début d'année. Que c'est notre priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début de l'année, on annonce aux élèves des attentes claires auxquelles les élèves peuvent participer. Mais c'est clair. Avec des conséquences claires quant au manquement aux attentes ou aux conventions sociales qu'on vient d'établir. Je vais vous donner tout ce qu'on voit là, c'est toutes des vidéos là-dessus. Je vais vous donner la référence Internet. N'importe qui peut aller voir ça. J'ai des vidéos sur tout ça. Là. Pour aller voir un prof qui était Terrebonne, lui, regarde, tu ne seras peut-être pas d'accord avec toutes ces règles, mais quand je dis clair, c'est clair. OK? C'est un élève qui dit « j'ai pas compris », bien là, ça lui prend un cours au moins une période, au moins. Puis c'est avec des élèves du début du secondaire. D'annoncer des attentes puis des conséquences claires relativement à la discipline. Ensuite, parce qu'on est au primaire, particulièrement, mais je dirais aussi au secondaire, c'est pas juste de dire aux enfants ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est de leur montrer. Puis tu leur montres, c'est le modèle qu'on a développé, Jean Chambaud et moi, là, tu leur montres systématiquement, de la même façon que tu leur montrerais à additionner des fractions ou à accorder le verbe avec son sujet. C'est-à-dire, l'exemple de ça, je dis à tes élèves, là, je vais vous montrer, on va développer la compétence suivante, là, c'est notre routine du matin. Quand on rentre en classe, ça peut avoir certains problèmes, ça, là, quand on arrive en classe, OK, je vais vous montrer comment faire. On va se donner 2 semaines, on va se pratiquer pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on va évaluer où est-ce qu'on va être rendu. Ça fait, regardez bien, quand on arrive le matin, là, j'arrive, mes affaires, je suis de bonne humeur, j'aime ça, mais je vais à l'école. Là, je m'en viens, je me dirige vers mon casier. Je dépose, je marche calmement, faire attention, pas m'enfarger, pas m'enfarger les autres. Vous voyez, je ne cours pas, je ne suis pas énervé, je suis calme. Ensuite, je m'assois. Là, toute la gang, là, on sort. Vous êtes. Puis là, on pratique. Oui! Super! C'est bon! Bravo l'équipe! Hey, j'ai fait ça avec des élèves du secondaire, ils ne me croyaient pas. J'ai dit, ouais, veux-tu qu'on sorte pour vrai? Ah ouais, allons-y, surtout toi, viens-t'en. Bon. Alors, là, à la fin du cours, n'oubliez pas demain. Comment qu'on rentre demain? Ça, c'est le rappel indicé, c'est super fort. On rentre Bravo, c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, demain, on rentre calmement. Alors, le lendemain, tu es là, tu es près de la porte. Tu n'es pas à ton bureau. Tu es en train de leur montrer à rentrer, supervision. Hein? Parce que ça, le fait que tu sois près de la porte, ça peut faire que ce qui s'en allait être un coup de poing dans le dos, c'est transformé en un grattement stratégique derrière de la tête. Alors, tu es là près de la porte. Rappelez-vous, hier, on s'est dit, alors c'est tout le temps procédural. Hein. Quand on enseigne un comportement, c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Alors, premièrement, on rentre en classe, on est calme, on est content. Bonjour Mario, mon Dieu, t'as bien beau chandail matin. Deuxièmement, on s'en va vers notre casier. Troisièmement, on dépose. OK? Graduellement, l'autre matin, tu es encore là. Puis là, regarde. Là, ça a été pas pire. La majorité, parce que la majorité vont s'essayer, tu sais.
T'en as, c'est pas très, très... Alors, tu peux faire deux choses. Tu tapes sa tomate de ceux que ça n'a pas très bien été, ou tu félicites ceux que ça a bien été. C'est ça que tu fasses. Hey, ça a été popé. Hey, franchement, là, wow, pour un premier... OK, bon, on n'est pas... Hein, pour notre 2 semaines n'est pas faite encore. Mais, alors, déjà, c'est pas mal mieux qu'hier. On voit qu'il y a un esprit. Tu sais, félicite. Il y en a d'autres qui pourraient se regarder un petit peu, mais ça va bien. Je suis fier des mots magiques. Je suis fier de vous autres, de vos efforts. Les enfants ont besoin, souvent, enseigner un comportement. Trop souvent, là, la gaffe qu'on fait, ça, c'est très behavioriste, là, on met l'attention sur quand ils font mal, puis quand ils font bien, on les ignore. Mais les enfants qui ont besoin d'attention, ils vont savoir quoi faire, ça ne sera pas long. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que la classe, ça soit un environnement positif. Ça ne veut pas dire qu'on... Tu sais, ça fait 3-4 fois qu'ils rentrent tout le temps de croche, ça ne veut pas dire que tu ne feras rien, là. Mais tu vas avoir tendance à féliciter ceux qui vont, quand ça va bien. Alors, les enfants aiment ça quand on est content d'eux autres. Les fameux mots magiques, je suis fier de vous autres. Maudit que vous êtes une belle... Hey, l'année, tu peux dire des affaires comme, hey, bien là, franchement, là, pour 2 jours, là, comparé à d'autres années, là, c'est vraiment, ça va super bien avec vous autres. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Graduellement, tu vas déléguer ton comportement. Alors, là, à un moment donné, tu as juste besoin d'être dans la porte. Hein, Mario? Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait, là, qu'est-ce qu'on fait en premier, Mario? On se dirige comment? Calmement. Oui, OK, c'est ça. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'étayage. Tu donnes beaucoup, les 2 roues de bicycle au début, là, en arrière, tu sais, puis tu enlèves les roues, puis après ça, tu le lâches. Bon, comme ça. Puis quand ça marche, puis ça a pris, mais à un moment donné, tu as juste besoin d'être là, puis jeter un coup d'œil, tu n'as plus de trouble avec ça. Si au bout de 2 semaines, tu reviens, puis qu'est-ce qu'on est-tu bon? On est-tu rendu correct? On peut-tu? On a-tu encore des efforts à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Et tu ne lâches pas. Tu n'as pas beaucoup de comportements comme ça. En début d'année, tu en as 2, 3 que tu enseignes, pas plus. Tu vas pas avoir des grandes listes, tu vois, toi-même, tu t'en rappelleras plus. Okay? 2, 3, tu vas tout avoir le reste. Puis les comportements qu'on va enseigner, c'est surtout en début d'année, sur des groupes difficiles, on va surtout agir sur les transitions, parce que c'est là qu'il y a le plus de problèmes de comportement. C'est là qu'il y a le plus de disruption, de dérangement, excusez. Alors, c'est quand on rentre en classe, quand on sort de la classe juste avant le dîner, quand on fait des moments critiques, quand on vient, les récréations, les déplacements, quand on change une activité à une autre activité à l'intérieur du cours, quand on pose des questions, les modes, tout ça, c'est important. Alors, c'est marqué, je vois l'enseignante, là, c'est marqué en gros, je lève ma main quand je veux parler. Là, c'est marqué en gros. Puis là, je la vois dans sa classe, puis là, il y a Mélanie qui a la main levée. Là, Mario lui répond, il n'a même pas la main levée, mais elle l'écoute. Ils n'apprendront jamais, là, ça va te prendre, tu vas être encore à Noël à travailler ça. Fait que tu dis, tu l'ignores, Mario. Tu dis, vas-y, Mélanie, parce que tu as levé la main. Tu comprends le message? Okay? Tu vas voir, il va la main, il va lever tout seul. Mais il faut que tu tiennes ton bout. Si tu ne tiens pas ton bout, mais regarde, là, ça ne donne rien. Capter et retenir l'attention des élèves. Ben là, on a différentes façons de faire, qui vont du syndrome Jean-Marc Parent, consistant à flasher les lumières, aller jusqu'à... Mais regarde, c'est utiliser l'humour, c'est avoir de la variété, c'est utiliser un timbre de voix, c'est pas tout le temps faire la même affaire, c'est considérer que... On me demande souvent, un enfant, ça peut être attentif combien de temps? Ça dépend de ce qu'il fait. À t'écouter toi parler assis debout de même tout le temps, pas très très longtemps. À jouer au Nintendo, 3, 4, 5, peut-être 12 heures. Prévenir les difficultés. Une classe, ça se gère par... Prévenir les difficultés, c'est pas mal mieux que régler des problèmes. Ça veut dire, prévenir les difficultés, ça veut dire que surtout en début d'année, tu as des yeux partout. Tu ne perds pas les élèves, tu ne perds pas le contact visuel avec tes élèves. Tu apprends à écrire au tableau de côté. C'est pas un art, ça. Pourquoi? Parce que tu écris de même, là, le temps que tu te retournes, tu peux avoir des gros problèmes. Tu écris de même, puis hein, Mario, c'est ça? C'est tout. Ben oui, je regarde partout. Puis, il y en a un qui vient de dire quelque chose. Mélanie, elle a dit que, je le sais,
Même si tu ne sais pas, tu sais pareil. Pas tant de place. Fais des blagues. C'est d'être capable d'agir rapidement sur des comportements. Ça veut dire que tes élèves, il faut que tu les regardes. C'est une des différences entre tes enseignants débutants et tes enseignants qui ont 25, peut-être moins, là, mais qui ont beaucoup d'expérience. Le débutant, il se regarde. C'est vrai, parce que c'est compliqué. Il y a bien des affaires à tout, comment l'expliquer comme du monde. C'est vrai, c'est compliqué au début. L'expert, mais lui, il est tellement habitué de le dire, comme moi, là, ce que je dis, je suis habitué de dire ça, fait que je regarde. L'expert, il va dire la même affaire, il regarde les élèves. Il regarde faire, il regarde agir, il lit, ils ne comprennent pas. Évidemment, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ça, il commence à te tanner. Tu sais, tu as des messages importants à prendre là. Tu regardes tes élèves. La matière, mais c'est ça, c'est jonglé de même, là, mais c'est ça pareil. Faut que tu regardes tes élèves, oups, là, il faut que j'arrête ça, parce que là, puis tu préviens une situation. La classe, elle se gère 90% par des gestes. Tu en as deux qui parlent, tu vas te rapprocher. Et s'ils n'arrêtent pas de parler, bien, ils parlent en même temps que toi, puis pas de la même affaire, là, tu comprends? Fait que tu vas te puis quitte tu vas voir, il va arrêter. S'il n'arrête pas, là, tu fais autre chose, là, mais tu as réglé là. Au lieu de dire, t'arrêtes ta communication, t'arrêtes de dire les explications que tu étais en train de donner. Steve, c'est intéressant ce que je suis en train de dire, Steve? Ah, pas vraiment, monsieur. Steve, tu peux sortir. Non, je ne sors pas. Bon, faisais beau un matin, là. Pourquoi tu es rendu là, dans une situation comme ça? Parce que tu as confronté l'élève. Si tu joues à confronter les élèves en public, surtout après la moitié du primaire, là, mais même avant, ça peut marcher, mais c'est jouer avec le feu. On a besoin. La remontrance, puis de régler les affaires, là, ça se fait souvent, là, ça demande de rencontre avec l'élève. L'intimidation, puis ridiculiser un élève, ça ne marche pas. Faire participer les élèves aux décisions concernant le fonctionnement du groupe. Ça va un peu avec la latitude aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout décréter du cathédral, ce qu'on fait dans la classe. Vous pouvez permettre aux élèves de participer aux prises de décision. Mettons, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas, qu'est-ce que vous en pensez. Bon, on comprend bien, c'est pas nécessaire ça, mais ça aide. Ça aide parce qu'en fait, moi, ce que je propose, c'est souvent, c'est l'esprit de groupe. En début d'année, c'est on. Tu sais, c'est on fait. On mérite d'être fiers de nous autres. Comprenez, nous, là, de l'ensemble du groupe. Parce que c'est un individu très social, l'élève. Ça marche beaucoup avec eux autres. On est content. Encourager la collaboration entre les élèves plutôt que la compétition. Recourir à des conséquences logiques plutôt que punitives. Les conséquences logiques, ça veut dire que l'élève, s'il a réparé un tort, mais il répare. Ben, je veux juste dire que les études ont montré que dans une classe où on utilise plutôt la conséquence logique que la punition, on a plus d'engagement et de persévérance. C'est-à-dire, l'élève a brisé quelque chose, mais il essaie de le réparer ou il contribue à. Il est impoli, mais il s'excuse. Puis l'excuse, ça peut aller de simple excuse-moi jusqu'à quasiment un essai sur la chose. Tu sais, c'est des degrés là-dedans. Il remet tout le temps, il est tout le temps le dernier à ranger son matériel, mais il est tout en charge de rappeler aux autres pour ranger le matériel. N'inquiète-toi pas que les autres vont dire, mais regarde ton matériel, comment on va ranger toi-même. Problème réglé pour toi. Hein? Conséquences logiques plutôt que punitives. Encore là, je dis, si vous utilisez le matériel didactique, le dictionnaire, des choses comme ça, pour punir, quand ça n'a même pas rapport. Ça, je ne veux pas dire là, que tu as un élève, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, puis là, tu le gardes, puis là, tu as ton travail à faire. C'est pas ça que je veux dire, ça c'est correct. Ce que je veux dire, c'est que quand ça n'a pas rapport, il est impoli avec Mélanie, copie le mot France dans le dictionnaire, ben là, regarde, tu vas l'amener à détester la France ou le dictionnaire, mais ça ne changera pas grand-chose. Établir des relations avec les élèves, bon, la capsule, les syndicats n'aiment pas trop, mais la recherche, malheureusement, a montré, ou heureusement, qu'un prof qui entretient des relations avec ses élèves dans des contextes autres que la classe a beaucoup plus de facilité à gérer sa classe. Pourquoi? Parce que dans une classe, tu n'es pas obligé d'être un peu straight. Les jobs, il ne faut pas en faire trop non plus. Puis, quand même, c'est un environnement, ils sont 25, là, puis c'est pas grand, puis tu es tout seul. Fait que, bon, il faut pas te faire sa part.
Les enfants ont besoin de voir qu'il est aussi un être humain. Tu sais, genre, je me rappelle d'un élève de rencontre chez Steinberg à l'époque. Il dit: Ah, tu fais ton épicerie. J'ai dit: Ouais, j'en mange à part de ça. Non, mais regarde, il est en centre d'accueil, tu sais. Là, lui, il pensait que moi, j'étais là, puis quand il sortait, je me mettais à off, puis j'attendais. Les yeux dans l'eau, son retour, le lundi. Ben c'est ça, les recherches ont montré que d'être capable d'entretenir des relations, manger avec les élèves de temps en temps, faire des sorties avec les élèves de temps en temps, pas tout le temps, là, une fois de temps en temps, ça crée comme une autre, avoir des activités parascolaires. C'est important, les activités parascolaires, très, très important. Il y a tellement d'études qui ont montré qu'il y a moins de décrochage dans les écoles, il y a moins de problèmes dans les écoles où il y a des activités parascolaires nombreuses, variées, bien organisées. Pourquoi? Parce que les élèves sont en compte. Mais c'est important que ce soit les enseignants qui soient là aussi. Ça engage du monde, c'est moins efficace. Pourquoi? Parce que c'est important que tu... regarde, quand tu joues au football, que tu joues au hockey, ça crée une relation. C'est ça l'affaire. Relation qui est plus de nature parentale. Donc, établir des relations avec les élèves dans des contextes variés. La dimension situation d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? D'abord, les tâches qu'on donne, ça a l'air niaiseux de dire ça, mais c'est vrai. Les tâches, qu'est-ce que tu veux comme tâche, comme travail? C'est quoi le produit final? Il faut que ça soit clair. Ça. Souvent, c'est pas clair. Clarifier nos attentes par rapport aux tâches. Quand, comment, quel produit final est attendu, quelle est la latitude, quels choix ils peuvent poser, jusqu'où ils peuvent aller dans leur liberté par rapport aux choix, aux tâches. Deuxième chose, les enfants ont besoin, les élèves, n'importe quel âge, même à l'université, ils ont besoin de savoir où ils sont rendus dans le curriculum, dans le programme, si vous préférez. Ils ont besoin de savoir, mais pas dans des mots de programme, dans des mots de tel âge. Ils ont besoin de savoir, regarde, là aussi, là, on est ici. On vient de là, puis on s'en va là. Puis ils ont besoin d'avoir des outils pour consigner leur progression. Ça les aide beaucoup. Je vais vous donner un exemple d'incohérence totale. C'est vraiment total. Encore un exemple tiré du secondaire. Géographie de 3e secondaire. En géographie de 3e secondaire, on étudie l'exploitation de la potasse dans le sud de Saskatchewan. Tu sais, tu en as 30 en crise d'adolescence, là. On parle de l'exploitation de la potasse dans le sud de Saskatchewan. C'est pas facile au secondaire. Et là, dans le cahier d'activités, tu as toutes sortes d'activités là-dessus. Tu sais, on te fait dessiner une carte avec tes principales mines de potasse. Tous des noms ukrainiens, parce que dans le fond. Les produits dérivés de la potasse, les facteurs de localisation des industries de transformation de la potasse. En fait, là, tu peux en faire 2-3 cours. Là, je vais vous dire l'affaire la plus importante, la seule affaire importante à savoir par rapport à ça, là, vous allez ça tout savoir sur ce contenu-là, c'est qu'en Saskatchewan, il y a des industries qui font la transformation de la potasse parce qu'il y a de la potasse dans le sud de Saskatchewan. C'est ça, là, pareil. Là, mon élève, lui, il est rendu, il y a un examen, c'est le chapitre 4, module 4 en géographie, c'est l'hydroélectricité et mines. Parmi toutes sortes d'affaires de même, parce que c'est juste un exemple, il y en a plein d'affaires de même. Là, lui, là, regarde, il dit, bon, mais là, mon examen, il étudie, tu sais, sa carte pour la potasse, là, il est capable de faire quasiment les yeux fermés, tout ça. Là, il arrive à l'examen, mais lui, il n'a pas saisi, parce qu'on lui a jamais dit ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les industries, souvent, s'installent où il y a de la matière première à l'île, tu sais, qu'on saute sur le transport. On lui a jamais expliqué ça vraiment de même. Puis, là, il arrive à l'examen, il a étudié, puis comme pas mal. Puis là, il pose la question suivante. Parmi les facteurs suivants, lequel explique le mieux la présence d'industries de transformation de l'érable en Beauce? Terre! Vous autres, vous le savez? Je ne sais pas. Puis là, il est en échec. Puis là, regarde, moi, là, étudier, puis pour être en échec, j'aime aussi bien pas étudier. Je veux dire,
ce que ça veut dire, ça, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus. C'est important que les élèves soient mis au courant. Il y a tellement de... Je ferai une expérience avec vous, là. Vous autres ici, là, je vais vous présenter, c'est des diapositives, des devantures de maison, des façades de maison. Puis je vous dis, regardez ça, on va en discuter après. Et vous autres, je présente des façades de maison, des diapositives, mais je vous ai regardé, on va parler après de l'aménagement paysager. Et là, après, vous autres, je vous questionne sur l'aménagement paysager. Les autres vont être plus forts parce que c'est clair, précis. Les attentes. Puis ce qu'on est en train d'apprendre, voilà, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est faire voir l'utilité et le sens des apprentissages aussi. Les enfants ont besoin, c'est un principe cognitif, là. Ils ont besoin de donner du sens. On retient ce qui a du sens. Mais il faut leur dire, c'est quoi le sens? Ça aide. À quoi ça sert de prendre ça? Pas dire, tu vas voir, tu te fais un problème sur combien de mètres carrés de toile solaire ça prend pour recouvrir cette piscine. Puis il te demande pourquoi, puis tu te dis, ben regarde, plus tard, c'est une piscine. Regarde, il a fait se noyer, bébé, il est hydrophobe, il a de la misère à prendre sa douche, là. C'est pas ça, là. On est en train de calculer des problèmes de surface, tu expliques. À quoi ça sert ce qu'on est en train d'apprendre? Pas à toi, à quoi ça sert de savoir ça en général? Parce qu'à toi, là, un élève se projeter dans 30 ans, là, mais qu'il fasse sa déclaration, là, ou dans son plan de retraite, ça ne marche pas de même. Alors, à quoi ça sert? Proposer des tâches variées, riches, stimulantes, permettant la participation de tous. Encore là, la pédagogie par projet, c'est intéressant pour ça. Ça permet de la différenciation, c'est-à-dire, si tu fais la même tâche, tu as la même tâche pour tout le monde, tu es sûr qu'il y en a qui vont de la misère, tu es sûr qu'il y en a qui vont trouver ça plate. C'est sûr. Mais quand tu as des tâches à l'intérieur desquelles tu peux diviser les tâches, puis ceux qui sont un petit peu plus en retard, bien, prennent des tâches plus simples ou moins complexes, ça veut dire la même affaire, puis etc. Tu vas pouvoir être. Et quand on utilise ce type de tâches-là, souvent les parents vont nous dire, ben oui, moi ça le travail en coopération, par exemple, ça empêche mon gars de progresser. Votre gars, là, c'est vrai qu'il est bon. C'est peut-être un futur leader, mais c'est un futur leader qui a besoin d'apprendre à l'idée, ben regarde. Fait que ça, de travailler avec les autres, c'est important pour lui. Parce qu'il est bon puis il sait. Mais c'est important qu'il apprenne à travailler avec les autres. Qu'il apprenne à respecter le rythme des autres. Les parents, d'habitude, comprennent quand on y est. Enseigner des stratégies d'apprentissage efficaces. Trop souvent à l'école, on indique aux enfants quoi faire, plutôt que leur montrer comment faire les choses. Résume, étudie, fais un paragraphe, rentre en classe comme du monde, fais ci, fais ça. Comment on fait ces choses-là? C'est pas évident, là. Puis, il y a un endroit où on est supposé montrer que ça s'appelle l'école. Il faut montrer comment faire. Il faut montrer des modèles qui font. Quand on fait ça, on obtient plus d'engagement. Ça veut dire que, de la même façon que dans le sport, même façon que les athlètes, quand tu vois quelqu'un qui exécute une compétence ou qui exécute une activité, bien, le fait que ce soit toi, que ce soit un autre élève, ça te donne le goût d'essayer. Au moins, ça augmente là, tu sais un petit peu comment faire les choses. La dimension soutien. Bon, on a parlé déjà de certains éléments de cette dimension-là. Les enfants, tous les enfants ont besoin de recevoir du renforcement. Tous. Mais il y en a qui ont besoin d'en recevoir plus que d'autres. C'est ceux qui ont de la misère. Ils ont besoin de plus de renforcement que les autres, parce qu'ils ne se renforcent pas eux-mêmes. Le problème, c'est qu'en milieu scolaire, très souvent, le renforcement, non seulement il est octroyé aux mêmes élèves, la plupart du temps aux mêmes élèves, puis aux élèves qui en ont moins besoin. Pourquoi? Parce qu'on met l'accent beaucoup sur la note, sur le rendement scolaire, plutôt que sur l'effort personnel et l'amélioration de soi. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis que c'est important d'amener l'élève à se fixer des objectifs, de l'aider à se fixer des objectifs, et de lui donner du renforcement sur la base de ses objectifs, de donner du renforcement sur la base de ses progrès à l'intérieur de ce qu'on veut qu'il apprenne. Reconnaître les efforts et les progrès des élèves, ça doit être reconnu publiquement ou privément. C'est pas faire l'éloge de l'élève, mais comment je pourrais dire? L'élève,
quand tu fais des efforts, il y a besoin de sentir que vous vous en rendez compte. Si vous le prenez pour acquis, bon, mais regarde, c'est correct, ça, c'est correct. Parce que des fois, là, on manque notre affaire. On a une intervention avec un enfant, puis là, regarde, ça marche. Mais on oublie de renforcer. Puis là, il retombe dans son ancien comportement, qui valait d'avoir de l'attention de votre part. Mais pourquoi? Très souvent, parce qu'on a oublié de renforcer. On a oublié de manifester à l'élève qu'on était content de lui. On a oublié de manifester. Je sais que ça prend du temps, mais ça sauve bien du temps par ailleurs. Battre avec un élève sur les mêmes comportements tout le temps, c'est pas drôle. C'est vrai ça pour les comportements trop sociaux, discipline, comportement en classe. C'est vrai aussi pour les comportements reliés à l'apprentissage. J'en saute un parce qu'il est avec l'autre. Maintenir des attentes élevées à l'endroit de tous les élèves. Encore là, toutes les études menées sur le sujet vont dans le sens suivant. Quand un élève qui a de la misère, tu peux faire deux choses. Tu peux baisser tes exigences ou tu peux maintenir tes exigences et accommoder. Donner plus de temps, donner plus de soutien, plus d'aide, avoir des aménagements particuliers. C'est-tu équivalent en termes de résultats? Non. La recherche montre que diminuer les exigences, c'est bien moins efficace que de maintenir les exigences, encore, pas des affaires qui sont réalistes quand même, là, puis en augmentant l'aide et le soutien, puis en augmentant les aménagements. Pourquoi? Parce que quand tu diminues tes exigences à l'endroit d'un enfant, tu communiques à cet enfant-là que tu penses toi aussi qu'il n'est pas bon, puis qu'il n'est pas capable de faire comme les autres. Ça cause des problèmes majeurs. Augmenter l'aide, encore là, c'est souvent pas toi qui vas offrir l'aide. Tu vas aménager tes situations. Ce n'est pas l'objet de la présentation de ce matin, mais il y a beaucoup de monde qui travaille ça. C'est l'art d'organiser tes situations d'apprentissage pour que les élèves puissent travailler ensemble et que celui qui est un petit peu en retard participe à l'activité en recevant du soutien de la part des autres, ça ne paraît même pas. Plusieurs aménagements. Si vous allez sur le site dont je vais vous parler tout à l'heure, il y a une vidéo dans la dimension, c'est tout organisé avec des dimensions comme ça, dans la dimension situation d'apprentissage, vous allez voir un groupe d'élèves qui ont construit une rivière dans la classe. Une mini-rivière, là. Okay. Il y a un élève en difficulté là-dedans. Vous verrez, parce que je le sais. Vous ne le verrez jamais, c'est quel. Il est super fier, cet élève-là, parce qu'il a collaboré et il a participé à quelque chose. Valoriser les succès des élèves. Je veux dire encore là, je me répète, là, c'est récompenser puis célébrer avec les élèves leur succès, leur réussite. L'évaluation, dernier mais non le moindre, gros problème, l'évaluation des apprentissages. Bon, je pense qu'au primaire, c'est moins, peut-être moins problème. Je suis en train de réaliser une étude en ce moment où j'ai, avec des enseignants, 600 enseignants du primaire, de 6e année de première secondaire, qui ont participé à l'étude. Je regarde les pratiques évaluatives au primaire et au secondaire. 6e année de première secondaire. Ce qu'on obtient, c'est des résultats. Il y a beaucoup de différences entre la 6e année et la première secondaire. À l'avantage des gens du primaire. C'est-à-dire que au primaire, on va utiliser davantage des sources variées, puis notre jugement pour porter une évaluation sur l'élève, pour décider des choses pour l'élève. Tandis qu'au secondaire, on va utiliser davantage de testing puis des résultats de tests non validés. Ça pour dire qu'il y a encore quand même des choses qu'on peut regarder au primaire. L'évaluation devrait porter sur la maîtrise puis les progrès individuels, plutôt que sur la comparaison sociale. Je vous ai dit tout à l'heure que la motivation entre la première année du primaire et la 5e secondaire, ça descendait. Vous vous souvenez de ça? On a constaté depuis des années que, par opposition, la place que prend la note et la comparaison sociale entre la première année du primaire et la 5e secondaire, ça fait ça. Bon, une corrélation, on peut se dire, y a-t-il des relations de cause à effet là-dessus? Ben oui, il y en a. C'est-à-dire que plus on progresse, première année, troisième année, 6e, secondaire 3, secondaire 5, plus la note,
la comparaison, la place, dans le rang dans le groupe, le résultat prend de l'importance et que les élèves qui sont moins performants, qui se comparent moins avantageusement aux autres, bien, décrochent, tout simplement. Et même, on a trouvé que dans un environnement très compétitif, tous les élèves, même les meilleurs, ont des chutes de motivation. Parce que c'est pas drôle de te faire dire par les autres, on le sait bien, toi, hein, gars, je suis, vous comprenez ce que je veux dire? Quand je dis ça, il y a tout le temps 2-3 mains pour me dire, qui se lèvent pour me dire, oui, mais c'est normal la compétition dans la vie, puis c'est normal de les habituer à ce compétitif, parce que plus tard, ça va être compétitif. Moïse n'est pas descendu du Mont Sinaï avec ça, écrit ses tables de la loi, là. Je veux dire, t'interroges les rapports de l'OCDE, des présidents d'entreprises comme Nestlé, des grosses entreprises, ce qu'ils nous rapportent, ce qu'ils veulent avoir dans la future économie, là, ce qu'ils veulent avoir comme travailleurs, c'est des gens capables de travailler en équipe. Je fais partie d'un projet à l'Université de Montréal où on se plaint que les médecins sont trop compétitifs. Bien, ils choisissent à la base de la compétition. Puis ils sont bien compétitifs. Ben oui, mais c'est ça pour rentrer. Puis ça cause des problèmes, parce que la médecine, maintenant, regarde, là, il faut que ça soit coopératif. Non, le monde serait plus coopératif, on s'en porterait juste mieux. En plus de ça, moi, j'aime mieux avoir un jeune qui commence dans la vie à 18 ans, qui a une bonne assiette psychologique, qui a confiance en ses capacités, que de le shooter à 18 ans, qui démolit complètement. Ça ne tient pas, ça. Donc, l'environnement, l'évaluation, ça ne sert pas à faire des comparaisons entre les élèves. Puis si on fait des comparaisons entre les élèves, on tue la motivation de ceux que les comparaisons n'avantagent pas. Ça, là, tout le monde est d'accord là-dessus. Autre élément, il faut offrir aux élèves la possibilité d'améliorer leurs résultats. Il n'y a pas de problème à ça. Un élève va échouer, mais pas n'importe quelle condition. Je veux dire, un élève, tu n'es pas satisfait de ceux qui ne sont pas satisfaits de leurs résultats, pas de problème, vous pouvez recommencer. Mais ça ne recommencerait pas gratuitement, là. On va avoir une préparation, il y a certaines conditions. Tu vas venir me rencontrer en récupération, où il va y avoir des exercices ou des activités de préparation, puis après ça, tu ne l'as pas ta note, tu peux la changer, mais ça ne viendra pas gratis, parce que là, regarde, on n'a pas jamais besoin d'étudier et de s'appliquer. De toute façon, si on ne l'a pas, il va nous en... Non, pas de même, ça marche. Vous me suivez, là. Quand je dis, c'est ton choix, tu n'es pas content de ça, regarde, tu peux le changer n'importe quand. Ce qu'il faut éviter, c'est de placer l'élève devant un mur dans lequel, là, il ne peut plus. Parce que là, tu ne peux plus faire grand-chose avec. Tenir compte de l'état des connaissances des élèves dans la démarche d'évaluation formelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, entre autres, que tu peux difficilement évaluer tout le monde en même temps de la même façon. Tu évalues les élèves, encore là, sur la différenciation, tu évalues les élèves sur la base du niveau de leurs compétences. Ce qu'on fait souvent, la pratique selon laquelle j'évalue tous les élèves en même temps, puis j'évalue selon le calendrier de la commission scolaire. Parce que là, on me demande, tu produis des notes pour peut-être. Ça ne fonctionne pas. Moi, il y a des problèmes éthiques importants là-dedans. Moi, je suis médecin à l'hôpital Charlemagne, mettons. C'est pas vrai, là? Bon. Là, ils nous disent, docteur Chouinard, on veut repeindre le bloc opératoire le 17 septembre. Il faut que vous opériez toute votre liste de malades avant le 17. Mais là, vous, je pense que je vais vous tuer si je vous opère, mais si c'est le bon un bloc opératoire neuf, je vous opère pareil. C'est le problème. Hein? Qu'est-ce que ça donne d'évaluer un élève, tu sais qu'il va échouer? Ça ne donne rien. Tu l'as déjà évalué. Il n'est pas capable. Ouais, je le prendrai en récupération après. Ben oui, mais c'est ça. L'échec, ça crée des cicatrices qui se referment et qui laissent toujours des marques. Puis tu n'es pas obligé d'évaluer tout le temps par des tests. Tu évalues tes élèves, souvent tu les évalues de façon informelle. Tu sais, tes élèves sont capables, ne sont pas capables. On le sait, ça. Puis l'évaluation, c'est à 3 étapes. Mesure, jugement, décision. C'est sûr que ce qu'on fait souvent, c'est juste de la mesure. On passe des tests, puis regarde, c'est ça les résultats. Ben, on escamote le jugement. Pourquoi? Parce que c'est sûr, le jugement, c'est un acte professionnel.
Ben moi, qu'est-ce que vous diriez d'un médecin qui fait aucun jugement, qui prend des décisions à votre endroit, là, juste sur la base d'un test qui vous a fait une prise d'urine, puis décide de vous enlever 2 reins? Ben, regarde, là, on peut-tu en parler? Sauf que elle ne fait pas d'anxiété de test, puis elle fait beaucoup d'anxiété de test. Ça mesurait quoi, là? Combien de fois on le sait, gars, Mario? Ah, il est meilleur que ça. Ben oui, je le sais qu'il est meilleur. Mais regarde, c'est ça qu'il y a eu pareil. Mais non, il ne marche pas, là. Alors, recourir à des méthodes évaluatives, des tests, oui, de temps en temps. Et puis ici, il peut se reprendre si sa note, s'il n'est pas satisfait de son résultat. Pas de problème. Ou tu peux lui offrir, pas de problème. Et finalement, faire des affaires qui ne comptent pas, où il n'y a pas de tâches. La meilleure stratégie pour apprendre, pour motiver les élèves à lire, savez-vous c'est quoi? C'est, tu prends un livre, puis, hey, cette semaine, ça a super bien été, c'est fun, on est bien avancé dans nos affaires, puis tu leur lis une histoire. Fais comme le parent, tu développes une... Puis il n'y a pas de personne qui lit à haute voix, là, c'est toi qui lis à haute voix. Si un élève veut lire à haute voix, bien, tu peux lui laisser la parole, mais c'est toi qui lis. Puis il n'y a pas de... On regarde, OK, Mario, dans le premier paragraphe que je viens de lire, quelle est la proposition subordonnée relative? Ah, tabarnak! Hey, là, moi, je m'en venais ici. C'est vrai qu'on va étudier la langue, c'est correct, mais pas. Mais des fois, il faut faire des activités gratuites. Il faut faire des activités mathématiques pour le fun. Pourquoi? Pour montrer aux élèves que c'est le fun, pas juste tout le temps plat. Qu'il y a des affaires qu'on fait pour le fun qui ne comptent pas. Et les élèves, quand tu fais ça avec tes élèves, ils sortent de la classe, là, ils vont dire hey, on n'a rien fait aujourd'hui. Ah, c'est pas. Bien là, moi, ça veut dire qu'ils ont appris. C'est quasiment ça que ça veut dire. Hein? On a vécu une situation qui était fun, qui était authentique et qui était intéressante pour les élèves. Pfiou, je suis fatigué. Regardez, il y a des affaires dans ce que je viens de dire qui tombent sous le sens, qui sont du gros bon sens, c'est sûr. Mais du gros bon sens corroboré par les recherches scientifiques. C'est ce que ça veut dire. Il y a d'autres affaires, j'espère que ça a pu dire, ouais, c'est vrai, il y a peut-être ça que je devrais peut-être surveiller. C'était le but de l'exercice, là. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'en début d'année, on a à se préparer, on a une tâche, c'est long, c'est de l'ouvrage de se préparer, mais il faut se préparer quand même avec un but nous-mêmes, avec un objectif aussi. On fait du bon travail déjà. C'est extraordinaire ce qu'on fait au Québec dans le milieu scolaire. Mais c'est important pour notre propre croissance personnelle qu'on se donne des temps pour réfléchir à des phénomènes. Je vous ai parlé de 2 choses ce matin. Je vous ai parlé des élèves et je vous ai parlé de vous autres. Puis c'est à vous maintenant de faire un petit peu le ménage là-dedans et de regarder. S'il y a des choses qui vous ont intéressé ce matin, oui, vous pouvez expérimenter des choses. Pas 36 000 affaires, une. Je vous invite, l'année passée, j'ai développé ça a pris 2 ans. On a développé un site Internet qui s'appelle, bien, il y a 3 W avant, l'adresse est marquée en haut, appuimotivation.ca. Là-dedans, toutes les dimensions du modèle classe sont reprises. Il y a des textes, si un conseiller pédagogique ou un prof dans une école un groupe de profs veulent réfléchir à une des dimensions, que ce soit soutien, que ce soit activité d'apprentissage, il y a des activités qui sont là, il y a un guide d'animation, il y a aussi, surtout, des vidéoclips, il y a beaucoup de vidéoclips tournés en classe avec des enfants, avec des profs qui expliquent comment ils font les choses. Je me suis pété le jaune pendant 2 ans pour faire ça, parce qu'une conférence comme ce matin, peut-être c'est intéressant, mais si on ne va pas plus loin, ça nous prend un suivi après, ou ça nous prend, il faut aller plus loin. Mais là, s'il y a des vous pouvez, c'est gratuit, je fais ça pour le milieu scolaire. Si ça, vous pouvez faire ça de chez vous, ça prend juste pour les quick time, là, les vidéos, un lien rapide. Parce que c'est avec un modem 33K, vous allez trouver qu'il parle bizarre, le petit gars. À part ça, vous avez là un ensemble d'activités. J'espère que vous allez aller fréquenter, vous allez aller voir le site. J'espère que vos conseillers pédagogiques vont s'en servir dans des sessions de mise à jour où on discute ensemble d'éléments. Là, j'ai plus de voix. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne année, une bonne rentrée. Merci beaucoup.